Audience à la présidence de la République, une délégation du Comité national du dialogue politique a eu des échanges avec le chef de l'État sur les activités du comité. Le palais du 15 janvier commence à retrouver son visage d'antan. Les travaux avancent, une partie de l'édifice est prête à l'usage. La capacité de production de pétrole au Tchad va croître bientôt. Sur le site pétrolier de Badila, les travaux avancent de manière satisfaisante. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Comme tous les lundis, ouvrons cette édition avec l'éditorial de Amath Makaela. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 1948, soit 3 ans après la création du mastodonte appelé ONU, le machin, comme l'appela un illustre fils de la France, et l'histoire, visiblement, lui donne chaque jour raison. C'était donc en 1948, pour la première fois, que le monde assiste à l'envoi des forces onusiennes dites de maintien de la paix. Elles ont été envoyées en Palestine. Ces forces avaient pour mission de superviser la trêve de la guerre arabo-israélienne. Aujourd'hui, 75 ans après, point d'ombre de paix dans cette région meurtrie. Palestiniens et Israéliens se tirent dessus matin, midi et soir. Et la bande de Gaza reste toujours une grande prison à ciel ouvert pour les Palestiniens. Depuis, 61 opérations de maintien de la paix ont été envoyées à travers le monde avec les résultats que nous connaissons. Tiens, parlant de résultats, pendant que nous y sommes, qui se souvient au Tchad des fameuses forces onusiennes déployées dans les années 2008 sous la bannière de la MUNIRCAT? Quelle a été leur contribution dans la restauration de la paix? Ces braves fonctionnaires onusiens circulant en rutilante 4x4 drapés du sigle UN en bleu, de vrais touristes d'un genre nouveau aimant le caviar et le bon vin, qui avaient leur QG à Abéché à plus de 800 km au nord-est de la capitale, mais qui, le soir venu, venaient tous passer la nuit à N'Djamena pour repartir le lendemain. Quel gâchis! Au Congo RDC, c'est le comble de l'effarement. La monique du nom de l'opération actuellement en cours en RDC compte 22 800 hommes, dont 16 000 militaires. Sur le terrain, pourtant, les Congolais vivent le calvaire avec le sentiment d'abandon par la communauté internationale. L'assistance se fait attendre dans le Kivu. Les femmes se font violer alors que des civils sans défense sont massacrés. Au Rwanda, c'était la catastrophe. Les forces onusiennes n'ont pu empêcher le génocide de plus de 800 Tutsis en avril 1994. Peu après, j'allais dire, le massacre de Srebrenica, c'était en 1995. Ce massacre s'est déroulé en présence des forces de protection de l'ONU, le Fort Pronu, last but not least, comme disent les Anglais. En 2000, plus de 500 militaires onusiens ont été tout simplement faits prisonniers par des bandits du Front révolutionnaire uni de Fodé Sanko, appuyés par le célébrissime Charles Taylor. Les hommes du Rouf qui n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Les images ont fait le tour du monde. On le voit à l'évaluation sur l'échelle de l'efficacité. Les interventions des Nations Unies pour le maintien de la paix restent une chimère. Il s'agit plutôt des opérations budgétivores, inopérantes, sans réel effet sur le cours des événements. Dans bien des cas, les mandats ne sont pas clairement définis et quand ils le sont, les États contributeurs entravent l'opérationnalité. In fine, nous avons affaire à des touristes armés, incapables de se défendre, pas plus que de défendre la cause de la paix. Et pourtant, la sagesse populaire enseigne fort opportunément la maxime qui veut la paix prépare la guerre. Les réformes voulues par Kofi Annan, le prédécesseur de Ban Ki-moon, dans le dispositif, sinon la problématique du maintien de la paix reste et demeure, si tant est que la paix reste un objectif, au lieu d'être un idéal, comme semble le penser un certain nombre de pays à travers le monde. Vivement lundi prochain.
Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin le bureau du Comité national du dialogue politique, CNDP. Le comité est conduit par son président, Mahamat Hissène. Les activités du CNDP étaient au menu de cette rencontre. Ibrahim Adam Mahamat. À peine le bureau du Comité national du dialogue politique CNDP composé ce week-end, les membres sont reçus par le président de la République Idriss Déby Itno ce lundi matin. Conduit par son président Mahamat Hissène, le CNDP est né sur le centre de l'accord politique du 13 août 2007 qui a fait son temps. Il est composé de 15 membres, dont 6 de la majorité, 6 de l'opposition démocratique, 3 de la société civile et des facilitateurs. Ils ont la mission de consolider les acquis de l'accord politique du 13 août 2007. L'initiateur et garant de ce nouvel accord, le chef de l'État, en recevant ses membres, a tenu le même langage précis et direct pour rester dans le même esprit de respect mutuel et de convivialité qui a toujours caractérisé les acteurs politiques tchadiens. Le maintien du dialogue entre les différents acteurs politiques est une tâche sur laquelle s'est toujours attelé le chef de l'État. Avec les membres du bureau du CNDP, le président de la République a échangé longuement sur l'agenda électoral en point de mire le recensement biométrique. Il y aura un chronogramme. Nous allons mettre en place très rapidement la CENI et en même temps le bureau permanent des élections va se mettre au travail et à partir de là nous allons commencer donc très rapidement à faire le recensement biométrique cette fois-ci. Ce n'est pas des recensements comme nous avons l'habitude de le faire, c'est des recensements biométriques et permettra à ce que les élections prochaines puissent être transparentes. Et à partir de là, l'année prochaine, nous irons aux élections. Ce conseil aura en quelque sorte également le rôle de diriger d'une manière un peu générale certaines questions d'ordre national pour permettre à ce que le dialogue soit permanent entre la classe politique, la société civile, pour permettre à ce que notre pays bénéficie du paix qu'il avait bénéficié jusqu'à présent, que cela puisse être consolidé, que cela puisse en quelque sorte aussi aller de l'avant, parce que la paix, vous savez, elle est toujours fragile et surtout dans notre pays qui avait vécu, mais néanmoins, vous connaissez tout ce qui se passe chez nos voisins et que nous ne sommes pas épargnés. Tout en saluant le consensus qui a prévalu pour la mise sur pied de ce comité, le facilitateur a regretté la politique de chaise vide que prônent certains leaders des partis politiques. Il reste maintenant aux membres du CNDP de travailler afin de mettre tout le monde d'accord sur la judicieuse idée du chef de l'État qui a permis la mise en route de ces cadres de dialogue permanent qui regroupent pour la première fois partis politiques et associations de la société civile. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce midi une délégation du groupe Action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. La délégation est conduite par le secrétaire permanent de l'organisation, Mbok Désiré. Les détails avec Ahmad Absekini Yerima. Organe de la CEMAC, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, est une structure chargée notamment d'animer et de coordonner les actions de lutte contre le blanchiment d'argent et les produits des crimes dans la sous-région Afrique centrale, mais aussi d'entreprendre toutes les actions visant à protéger les systèmes bancaires et financiers liés au phénomène des blanchiments. C'est dans ce cadre que les États membres se sont retrouvés du 15 au 19 avril à N'Djamena pour plancher sur le blanchiment d'argent et les sources de financement du terrorisme en Afrique centrale. Le secrétaire permanent du GABAC, Mbok Désiré Geoffroy, a présenté au président de la République Idriss Déby Itno les conclusions de ces forums. Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a eu une série d'activités ici qui ont porté essentiellement sur l'adoption d'un rapport d'évaluation mutuelle du Gabon. Il faut savoir que l'évaluation mutuelle, c'est l'exercice que le GABAC entreprend pour évaluer le dispositif juridique d'un pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc nous en avons profité donc pour finaliser l'évaluation du Gabon et donc d'adopter un rapport. Nous en avons profité pour nous approprier les rapports d'évaluation du Cameroun et de la RCA qui en leur temps avaient été faits par la Banque mondiale et d'adopter donc
un plan d'action pour suivre, n'est-ce pas, l'amélioration des écueils qui auront été constatés dans les rapports du Cameroun et de la RCA. Créé en 2000 et opérationnel depuis 2004, le GABAC a un grand rôle à jouer étant donné que l'Afrique centrale, selon plusieurs experts, constitue un milieu de prédilection pour les capitaux illicites qui proviennent de diverses sources, notamment le trafic de stupéfiants, des pierres précieuses ou d'armes. C'est pourquoi le secrétaire permanent du GABAC, Mbok Désiré Geoffroy, dit avoir pris bonne note des sages conseils du président de la République, Idriss Déby Itno. Le palais du 15 janvier, siège provisoire de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, a été lourdement endommagé lors des violents affrontements qui ont eu lieu à N'Djamena en février 2008. Les travaux de réhabilitation sont en cours. Une partie de l'édifice est déjà prête pour usage. Le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Datnadi, a effectué cet après-midi une visite pour apprécier l'évolution des travaux. Ramadei Hassan. Le palais du 15 janvier est l'un des symboles forts qui incarne les relations de coopération qui existent entre le Tchad et la République populaire de Chine. Ces joyaux architectural qui abritent en ce moment le siège provisoire de l'Assemblée nationale du Tchad a été victime des actes de vandalisme perpétrés lors des douloureux événements des 2 et 3 février 2008 que N'Djamena a connus. Après ces événements, les autorités ont mis les bouchées doubles pour réhabiliter cet immeuble grâce à l'entreprise chinoise Sejokok Tchad. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi qui a effectué cette descente pour se rendre à l'évidence de l'état d'avancement des travaux. Une visite guidée qui a permis au Premier ministre de visiter qui comporte des différentes zones qui sont achevées à l'extension de la zone. Selon les informations croustillantes fournies par les techniciens de l'entreprise Sejokok Tchad, le bureau de l'Assemblée nationale sera transféré dans la zone C afin de permettre aux élus du peuple de siéger en attendant. Lors de cette visite, le Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi a marqué des arrêts pour poser quelques questions d'éclaircissement aux techniciens. Des réponses idoines ont été apportées pour éclairer la gouverne du Premier ministre. Le palais du 15 janvier est un imposant immeuble qui renferme plusieurs salles de réunion pour les différentes commissions de l'Assemblée nationale, des bureaux de l'espace présidentiel et d'une grande salle de conférence de 1500 places. Certaines salles multimédia sont équipées des appareils ultra modernes de sonorisation et de traduction. Selon le ministre des Infrastructures et d'Équipement, tous ces matériels de qualité respectent toutes les règles de l'art et ont été examinés, proposés et choisis par les techniciens du ministère des Infrastructures et d'Équipement du groupe Sejokok Tchad. Les travaux de réfection du palais du 15 janvier, exécutés à plus de 90%, ont été confiés à Institut International, bureau d'études tunisien. Ils ont coûté au bas mot une bagatelle d'environ 14 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi est très satisfait du travail des titans réalisé par les techniciens. La lecture de quelques décrets. Décrets portant nomination à des postes de responsabilité au secrétariat général du gouvernement. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au cabinet du secrétaire général adjoint du gouvernement chargé des relations avec les grandes institutions de la République. Direction de cabinet, directeur de cabinet, M. Abba Kiti Outman en remplacement de M. Boulous Mayo appelé à d'autres fonctions. Conseiller, M. Nadingar Silver maintenu. M. Adoum Saleh Lamine en remplacement de M. Obondie Dieudonné appelé à d'autres fonctions. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Jeunesse et des Sports. Office national des sports, directeur M. Andibay Ngaringai en remplacement de M. Tahir Togou Dime appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint M. Mahamatay Ramat Doumola en remplacement de M. Alhaj Moussa Ibrahim appelé à d'autres fonctions.
La restructuration des organes de base du MPS se poursuit. À Amtiman, dans le Salamat, le secrétaire général du MPS a installé le conseil régional du mouvement patriotique du Salut. Innocent Kilayo. À Amtiman, dans le Salamat, la délégation du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut a été impressionnée par l'accueil qui lui a été réservé. Venus de plusieurs localités de Salamat et d'Amtiman, les militants du MPS ont tenu à démontrer à leur secrétaire général et la délégation qui l'accompagne les qualités d'hospitalité légendaires des populations de Salamat d'une part et le degré de leur militantisme d'autre part. L'émotion de joie exprimée par les militantes et militants sortis pour vous souhaiter la bienvenue prouve que le MPS est bien implanté au Salamat. Pour Dr Beyo Malo Adrien, les militantes et les militants du MPS de Salamat ont confirmé qu'ils soutiennent fermement le président Idriss Déby Itno et son parti, le mouvement patriotique du Salut. Toutefois, le secrétaire général du MPS n'a pas manqué d'évoquer l'atmosphère politique délitaire qu'entretiennent consciemment et inconsciemment les fils et les filles du Salamat entre eux, grippant ainsi toute initiative constructive à l'endroit de la population du Salamat. Du haut de cette place, je demande solennellement à ceux-là qui tiennent cette paisible population en otage de mesurer la gravité de leurs actes et de revenir au meilleur sentiment en aidant les autorités administratives à rendre opérationnelle cette commune d'Amtiman. À l'endroit des intéressés eux-mêmes, je veux parler des élus communaux de la commune d'Amtiman. Je les invite instamment à comprendre qu'ils sont avant tout au service de leurs électeurs. Au nouveau secrétaire général régional du conseil de Salamat et son équipe, Dr Beyo Malo Adrien, leur demande de relever le défi. Il s'agit de préparer et de former les militants. Pour accomplir cette lourde mission, la responsabilité repose sur les épaules de Souleymane Issaka. Permettez-moi de vous réitérer une fois de plus que je m'engage résolument à accomplir mon devoir de militant conformément aux textes fondamentaux de notre cher parti. Souleymane Issaka, le nouveau secrétaire général du conseil régional de Salamat, a aussi la responsabilité de gérer le conflit de leadership qui divise l'équipe exécutive de la commune d'Amtiman. Juste après l'installation du conseil régional de Salamat, le secrétaire général du MPS et les membres de la délégation qui l'accompagne ont quitté Ati pour Mongo dans le Guéra. Dans le cadre du contrat de partage d'exploitation du site pétrolier de Badila accordé à la société Griffiths dans la sous-préfecture de Donia, une délégation composée du président directeur général de la société Griffiths, du conseiller du président chargé des affaires pétrolières, le conseiller du Premier ministre et les autres membres de la société ont fait le déplacement de Badilia afin de constater de visu l'avancement des travaux. Tout est au beau fixe pour exploiter du pétrole dans cette zone d'ici la fin de l'année 2013. Nouadoumbay Talomadi. 2 ans après la signature du contrat de partage d'exploitation du pétrole par la société Griffiths et le gouvernement du Tchad sur le site de Badila dans la sous-préfecture de Donia, des puits pétroliers sont déjà connectés et prêts à produire 20 000 barils par jour d'ici fin de l'année grâce au compteur de la société Griffiths rattaché à l'oléoduc de Komé, situé à 16 km de Badila 2 en direction de Kribi, en République camerounaise. Nous sommes ici au puits de Badila, Badila 2. C'est un des puits les plus prometteurs de la zone de Badila. La production de barils anticipée pour ce puits est de l'ordre de 10 000 barils par jour. C'est un très bon puits, c'est un très prometteur. Le président directeur général de la société Griffiths, Gary Girdi, remercie le gouvernement tchadien d'avoir accordé à son entreprise l'autorisation d'exploitation des sites de Badila. Il promet œuvrer pour l'ouverture des nouvelles vannes d'ici la fin de l'année. Le conseiller du Premier ministre en charge des dossiers miniers, énergétiques et pétroliers s'est réjoui de l'avancée des travaux sur le site de Badila. Il a par la suite invité les responsables de la société Griffiths au respect des termes du contrat. Le site est exploité par la société Griffiths pour le compte de la République du Tchad. Les compagnies pétrolières qui servent d'opérateurs travaillent sous le contrôle de l'État haute part, le contrat de partage. Ce que nous voyons ici
Il y a le pétrole qui coule et la connexion elle est déjà faite. Maintenant, dès que l'autorisation et tous les documents que nous avons à traiter avec le Cameroun est prêt, immédiatement le pétrole va couler pour être vendu à l'échelon international et ceci apportera du gain pour la population tchadienne. Le chef de l'État, soucieux d'affirmer l'indépendance économique du pays, mène une politique d'exploitation massive des ressources naturelles, principalement les hydrocarbures. Griffiths est lié avec le gouvernement tchadien par un contrat, ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Et dirais ça, ce contrat est l'un des plus équilibrés en Afrique. Ce que vous avez visité le samedi, c'est l'aboutissement de cet effort consenti par Griffiths, c'est-à-dire la connexion physique entre le pipe de Griffiths avec celui de ESSO qui, sans pourtant gêner la production. C'est-à-dire, vous avez vu que tout en laissant le pipeline comme écrit, continuer son exportation, le pipe, par un mécanisme qu'on appelle hot tap, le pipe de Griffiths a été connecté. L'exploitation pétrolière est une activité économique de premier plan pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Au Tchad, l'exploitation des ressources naturelles est l'un des projets intégrateurs et novateurs qui visent à sortir le pays de son état de sous-développement. Par rapport à ce projet, je vous invite à suivre à présent le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Il y a lieu de préciser que dans le cadre technique, les engagements jusqu'au jour d'aujourd'hui ont été suivis et le planning a été respecté. Comme vous avez remarqué vous-même, en date du 20, le raccordement avec le pipeline d'exportation a été fait. C'est une opération hautement technique qui nécessite vraiment beaucoup de technicité et de spécialité dans le domaine de raccordement de pipeline. Cette opération a été faite pendant que le pipeline d'exportation est en exploitation. Il est en train de transporter le brut. Et c'est à ce moment que l'intervention a eu lieu et une perforation a été effectuée sur ce pipeline afin de raccorder le pipeline d'exportation de Griffiths. Cette opération vient quand même compléter déjà le déficit de production constaté il y a de cela quelques années et partant optimiser l'exploitation du pipeline Comé-Kribi qui a une capacité disponible au jour d'aujourd'hui. Certes, dans l'avenir, et comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'avait très bien dit, et sous son impulsion, plusieurs sociétés pétrolières sont déjà en phase d'exploitation et de production. Cette opération va certainement se suivre dans un proche avenir par des sociétés telles que la CNPC, United Hydrocarbons et d'autres qui sont en phase d'exploitation afin d'optimiser l'exploitation de ce pipeline qui était conçu initialement pour une capacité de 225 000 barils jour. Cette capacité, techniquement, il y a quand même une possibilité de l'accroître en installant des unités de pompage additionnelles. Selon le calendrier qui était programmé par Griffiths, la production initiale était prévue pour juin 2013. Mais il y a des étapes qui sont en cours de réalisation, surtout les discussions avec la République du Cameroun sur l'accord du transport et d'autres éléments techniques relatifs à l'exploitation du pipeline Rognier et puis Comé-Kribi, ainsi que le développement des champs additionnels. Un peu partout dans la capitale, on observe des travaux de construction ou de réfection des grands axes. Des travaux pour faire à terme de N'Djamena la vitrine de l'Afrique. Les N'Djaménois veulent tous avoir une belle ville, mais certains se plaignent de quelques désagréments causés par ces chantiers. Katnouba Théophile. Faire de N'Djamena une ville moderne du XXIe siècle exige de l'État et de la population un certain nombre de sacrifices, raison pour laquelle les plus hautes autorités investissent des sommes colossales pour la construction des édifices et des routes. Ces 2 dernières années, presque tous les grands artères de la capitale sont en construction
ou en réfection. Cette situation crée des désagréments aux usagers et à la population riveraine. Il y a trop d'accidents, on nous dévie, la route n'est pas aménagée et il y a trop de circulation. Parfois on a même peur de circuler et les gens nous empoisonnent avec des poussières. Ils arrivent à arroser ça une fois ou deux fois dans une journée et cela ne nous arrange pas. Tous les matins quand nous venons à l'école, la poussière soulève. Pour nous, pour respirer même, c'est un cas de problème. Les maisons en bordure des routes sont envahie par la poussière, donc sont nuisibles pour la santé humaine. Pour les responsables des entreprises chargées de l'exécution des travaux, ces plaintes sont légitimes. Cependant, ils entendent doubler d'efforts pour améliorer la situation. Pour le moment, chaque jour, nous avons arrosé, et puis minimum 4 fois par jour, mais avec la chaleur, je connais que en fait, ça ne suffit pas. C'est pour cela que nous avons déjà entendu les plaintes de la population. Donc après, si ça ne suffit pas, nous allons renforcer nos matériels et personnels pour atténuer les perturbations. Le directeur général de l'entreprise Sejocop Group Tchad d'ajouter qu'avec la saison des pluies qui se pointe à l'horizon, le problème de poussière ne va plus se poser. L'Association pour la défense des droits des consommateurs va à la rencontre des élus du peuple. Elle sollicite l'appui de la représentation nationale pour la mise en application des textes portant interdiction de fumer dans les lieux publics. C'était à l'occasion d'une journée d'information sur les méfaits du tabagisme. Doba Robert. Loin d'être un aliment nutritif, le tabac constitue un problème de santé publique pour la population. Plus de 6 millions de personnes sont ensevelies chaque année suite à cet aliment toxique. Des cas de décès le plus souvent causés par l'irritation de voies respiratoires et des cancers de poumons. En plus de ces maladies liées à la consommation du tabac, il contribue à la pollution de l'environnement et à l'approvisionnement de certains ménages. Dès lors, il est impératif pour les organisations de la société civile de lutter contre ces mâles qui gangrènent nos sociétés. C'est dans ces sièges que s'inscrit cette journée d'information sur le tabagisme à l'intention des parlementaires. L'Association pour la défense des droits des consommateurs sollicite l'adhésion de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre des textes d'application. On sera représenté à la 66e édition du Festival de Cannes par Mamad Saleh Haroun. Le cinéaste tchadien est en compétition pour le meilleur film africain avec sa dernière œuvre, Gris-Gris, dont vous voyez actuellement les images de tournage ici à N'Djamena. C'était en novembre de l'année passée. Qu'est-ce que cette nomination représente pour Mamad Saleh Haroun et surtout dans quel état d'esprit ira-t-il à Cannes? Sentish Mantar l'a joint au téléphone. Voici ses réponses. Avec un nom qui crie. Et cette année, vous êtes en compétition avec Gris-Gris. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que cinéaste? Écoutez, ça me fait très plaisir parce que la première fois, on se dit que c'est de la chance ou tout simplement un hasard. Et là, cette fois-ci, on se dit que c'est vraiment de la reconnaissance, qu'on fait partie donc de ces réalisateurs qui comptent à travers le monde et que du coup, on est très fiers de représenter son pays, le Tchad, dans cette compétition mondiale. Alors, Gris-Gris raconte l'histoire d'un jeune danseur, en fait, qui danse dans les bars, dans les boîtes de nuit pour gagner sa vie. Et un jour, son beau-père, le mari de sa mère, tombe malade et ils n'ont pas les moyens donc de le faire soigner. Et à partir de ce moment-là, il essaye de se débrouiller pour trouver de l'argent. Et il tombe en fait dans le milieu des fraudeurs, tout ça. Et voilà un peu ce que raconte ce film en fait. C'est une réalité tchadienne assez prégnante que j'ai essayé de raconter à travers cette histoire. C'est vrai qu'il y a une forme d'espoir dans ce film, et sans doute parce qu'actuellement au Tchad, il y a quelque chose de formidable, il y a une effervescence comme ça. On croit tous que notre pays va s'en sortir, on est tous optimistes, et cet optimisme-là, moi aussi, m'a gagné, et j'essaie de le traduire dans le film, parce que la réalité, elle est comme ça, il y a un horizon qui s'ouvre comme ça pour ce pays,
Et c'est formidable d'essayer de l'exprimer en images. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous irez à Cannes? Vous êtes confiant par rapport aux autres? On a toujours des doutes, mais vous savez, je viendrai présenter le film à N'Djamena à la mi-mai avant d'aller à Cannes. Et donc, j'espère avoir la bénédiction de tout le monde là-bas et je débarquerai à Cannes avec des zones positives tchadiennes. Et vous savez, quand on a sa famille derrière soi, je parle de la famille tchadienne, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Et donc, j'irai confiant donc, dans cette confrontation-là. C'est sur cette image du Tchad qui gagne que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.